Salut tout le monde, c'est votre God Usopp d'Erobiwara, et aujourd'hui on va parler de Promise Neverland. Alors il n'y aura aucun spoil dans cette vidéo, je préfère te prévenir tout de suite. Mais justement, si tu ne connais pas cette œuvre incroyable, je t'invite à regarder quand même cette vidéo, tu ne seras pas déçu. Alors il s'avère que je viens de terminer ce manga, c'est pourquoi je vais te donner mon avis et t'expliquer pourquoi il est, selon moi, très bon. D'ailleurs, si tu connais quelqu'un qui hésite à se lancer à TPN, n'hésite pas à lui partager cette vidéo, voilà. Bref, on commence. The Promised Neverland, TPN version abrégée ou en japonais Yakusoku no Nebarando, je vous promets que je fais de mon mieux, est un shonen manga écrit par Kaio Shirai et dessiné par Posuka Demitsu, prépublié entre août 2016 et juin 2020 dans le Weekly Shonen Jump. Et c'est édité par Shueisha. La version française est publiée par Kazé depuis avril 2018, et la série est terminée au Japon, comptabilise à peu près une vingtaine de tomes. Une adaptation en animé est diffusée pour la première fois entre le 11 janvier et le 29 mars 2019 au Japon sur Fuji TV. Et en France, la série est diffusée en streaming sur Wakanim et ADN, entre autres, parce qu'on vous voit, on connaît les bails. Une seconde saison est en cours à l'heure où je tourne cette vidéo. Elle est diffusée depuis le 8 janvier 2021 au Japon, et on y reviendra bien évidemment. Et une adaptation en film live action a été diffusée le 18 décembre 2020 apparemment, mais bon, ça on s'en fout pas mal, hein. Mais comme tu peux t'en douter, bien que je vais évoquer le manga, je parlerai forcément de l'anime à un moment donné, parce qu'il y a des choses à dire, hein. Mais bon, petit synopsis. Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Gracefield House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de leur mama, qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible, à savoir qu'ils sont destinés à être livrés en pâture à des démons mangeurs d'humains, rien que ça. De là commence leur dure mission, réussir à s'enfuir de Gracefield House. Cet animé a eu un succès monstrueux, surtout en France d'ailleurs. Et je me rappelle encore en 2016, alors que ce n'était qu'en scan, on en entendait déjà parler partout et spécialement sur YouTube. Et l'animé en 2019 a sublimé ce grand manga parce que oui, je l'estime comme étant un très grand manga, l'un des meilleurs que j'ai lu de ma vie. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je pense que tout ce qui compose The Promised Neverland, que ce soit l'univers, le scénario ou les interactions entre les personnages, tout est fait pour maintenir le lecteur en haleine, pour lui donner envie de lire la suite. Alors là, tu vas me dire que ouais, mais logique, car c'est ce qui fait qu'un manga perce finalement. À la fin d'un chapitre, que ce soit en manga, en BD, en littérature, au cinéma, dans tout ce que tu veux, il est très fréquent qu'on veuille te mettre un cliffhanger, c'est-à-dire que l'on te positionne à un point dans l'intrigue qui te donne envie de lire la suite. Ça garantit le succès d'une œuvre, puisque ça garantit à l'auteur, aux éditeurs, que le lecteur lira tout jusqu'au bout, qu'il ira acheter la suite, etc. Or, dans The Promised Neverland, ce n'est pas totalement le cas. Alors oui, il y a des cliffhangers, mais l'ambiance oppressante et hostile du récit te maintient en haleine tout seul. En gros, tu n'as pas besoin de te taper 17 pages de qualité moyenne et d'attendre la 18e page pour avoir envie de lire la suite. Chaque page se suffit en elle-même pour te donner ce sentiment oppressant qui te parcourt. Dans The Promised Neverland, l'ambiance est tellement grave qu'en un sens, tu n'as pas envie de lire la suite, mais tu en as trop envie. C'est un peu dur à expliquer comme ça, mais je pense que tu sais de quoi je parle. C'est un peu comme quand tu regardes un film d'horreur. Tu veux savoir la suite, même si ça te fait un peu peur de savoir la suite. Genre, bah là c'est pareil, sauf que tu rajoutes encore plus de stress et encore plus d'inquiétude. Mais maintenant, il faut s'intéresser à pourquoi ce manga nous fait ressentir de telles émotions. Et pour cela, on va devoir comprendre, analyser ce qui donne ce ton et cette ambiance générale si particulière à la série. Tout d'abord, le scénario et l'aspect horrifique de certaines scènes. Il y a des planches de ce manga qui m'ont traumatisé et je ne compte pas te montrer pour ne pas te spoiler. L'univers est horrible et il n'y a rien à y faire, c'est stressant. Tu as l'impression qu'ils ne sont jamais en sécurité, qu'ils sont toujours surveillés et que s'ils ont un petit peu de répit, tu sais que ce n'est jamais pour longtemps. Le scénario temporise parfois un peu pour mieux nous prendre de revers avec des rebondissements de qualité. Et bordel, qu'est-ce que TPN est bourré de rebondissements. Ensuite, il y a les personnages que je trouve particulièrement attachants. Il n'y a pas ou très peu d'archétypes. Chaque personnage est suffisamment ambigu, mystérieux et bien écrit pour rester très intéressant à suivre. J'en fais pour meilleur exemple le personnage d'Emma, un personnage très complexe qui se pose des questions tout en restant elle-même le plus possible. Mais dans un univers où l'horreur et le macabre sont la norme, on voit très clairement qu'elle n'y a pas sa place. La question, c'est jusqu'à quand Emma va-t-elle garder son bon cœur, sa gentillesse et son altruisme dans un environnement qui lui veut tant de mal? Et enfin, je ne peux pas parler de The Promised Neverland sans évoquer son dessin si atypique. Et personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à adhérer au style de dessin de Posuka Demitsu. Enfin, surtout au début. À l'époque, ce qui m'avait découragé de lire le manga, c'était son style graphique. Le gamin ignorant que j'étais alors refusait de lire TPN à cause de son dessin trop bizarre pour moi, hein. Sauf que, à part pour les 40 premiers chapitres où j'ai vraiment eu du mal, donc l'équivalent à peu près de la première saison en animé,
l'animé, les dessins envoient du pâté juste après, mais surtout vers la fin. Mais je ne peux pas te mettre d'exemple pour ne pas te spoiler, encore une fois. Puis concernant les dessins, il y a une chose sur laquelle je me suis questionné. Keiyu Shirai a engagé une dessinatrice, il s'agit donc d'une spécialiste en la matière. Et je me suis donc demandé, mais pourquoi elle avait fait exprès de dessiner avec un trait si atypique? Puis j'ai fini par comprendre son choix. Le style de Demisu est un style plus qu'expressif, tu ressens les émotions avec une telle justesse. Lorsqu'un perso rit, tu veux rire avec lui. Lorsqu'un perso pleure, tu veux pleurer avec lui. D'ailleurs, j'ai dû sortir des mouchoirs un paquet de fois. J'ai rarement aussi bien ressenti des émotions que devant The Promised Neverland. J'aimerais aussi mettre un point d'honneur à la mise en scène, qui est trop classe, et dont la saison 1 de l'animé a l'air de s'être pas mal inspirée quand même. Je ne peux pas trop illustrer pour ne pas spoiler, mais la mise en scène est vraiment incroyable sur certains points. Double page avec effet de relief, parallèle entre les cases et les réactions des personnages. Puis parfois ça joue la carte de la simplicité et ça compte sur le lecteur pour comprendre la réaction à avoir. La lecture est fluide, tu ne t'ennuies jamais, et si jamais tu es un petit filou comme moi qui aime bien analyser ce qu'une planche raconte sur le scénario et les personnages, tu ne peux que kiffer. Genre à un moment donné, il y a un perso que je ne peux pas te montrer pour ne pas te spoiler, qui bouge un pion d'un échiquier alors que l'échiquier est sur une autre case. Sa main dépasse du cadre pour aller jouer dans l'autre cadre. Genre ça nous dit qu'il a la main mise sur la situation, tout comme il a la main mise sur la planche du manga, qu'il contrôle le déroulement des événements. C'est une trop bonne idée. Quant au message de cette œuvre, on peut en voir plusieurs, mais il y en a un qui est omniprésent dans la série, et je parle bien évidemment de l'alimentation. En gros, pour ne pas spoiler, et du coup je vais être très rapide dessus, s'il y avait un être supérieur à l'humain, et qui était lui par contre au sommet de la chaîne alimentaire, et qui aurait besoin d'humains pour survivre, c'est un postulat de départ très intéressant, parce que ça nous permet de nous situer par rapport à nous-mêmes. Est-ce que nous passerions de notre plat favori quand même nous pourrions vivre sans? Peut-être que oui, individuellement, et collectivement. Sûrement que non. Alors qu'en est-il des démons si eux, ils en ont besoin pour survivre? Mais au-delà de ça, je ne peux pas développer davantage sans spoiler, donc on va s'arrêter là. Bon, maintenant, certains d'entre vous s'attendent peut-être à ce que j'évoque l'animé et sa saison 2 très controversée. Que l'on soit bien clair, je suis tout à fait d'accord avec toutes les critiques. La saison 1 de l'animé est une pure masterclass, c'est brillant, tout est pensé pour sublimer l'œuvre originale à tous les niveaux. Ils ont gardé la mise en scène du manga et l'ont saucé avec des musiques grandioses et une animation franchement stylée. Cependant, l'animé s'est foiré en nous proposant une saison 2 catastrophique, avec un scénario original qui survole tous les arcs et toutes les intrigues du manga. Ils ont même retiré certains personnages. Alors je vais être très bref et donner mon avis sur cette saison. J'ai vu les 10 premiers épisodes sur 11 ou 12 après, je crois. Donc je pense être suffisamment bien armé pour te dire que c'est une honte, que rien ne va. Il se moque des spectateurs de l'animé, il manque de respect aux lecteurs du manga, clairement, parce que il nous propose des dialogues que l'on trouve dans le manga. C'est clairement pour nous narguer, c'est pas possible. Sauf que bon, c'est décousu évidemment, ça n'a aucun sens, aucune cohérence entre les comportements des personnages. Bref, rien ne va. Pour votre bien, je vous le dis, regardez la saison 1 de l'animé parce que c'est une pure masterclass, vraiment c'est brillant, c'est très bien pensé, et ça sublime cette œuvre incroyable qu'est The Promised Neverland, mais par contre je vous en conjure, je vous l'implore, ne regardez pas la saison 2, vous allez être juste dégoûté d'autres choses. Si vous êtes un animé only, ne regardez pas la saison 2, tournez-vous plus vers le manga, faites l'effort, prenez un peu sur vous pour les quelques chapitres, enfin pour les premiers chapitres, vous allez vous y habituer, puis voilà. Je râle. Parce que vous savez, le problème d'une saison 2 catastrophique sur un animé à succès, alors ça c'est récurrent dans le monde de l'animation, mais en général, ça cause la chute de l'animé et même du manga en question. Je pense à Seven Deadly Sins, où pour le coup c'était le scénario qui partait en steak à la saison 2 et où la saison 3 a enfoncé le clou de trop dans la tombe avec une animation horrible, ou encore à One Punch Man qui a eu un succès phénoménal et qui est redescendu très vite à cause de l'animation de la saison 2. Là, dans TPN, ils ont les moyens, les musiques font large le café et l'animation est loin d'être catastrophique. Même si la mise en scène est clairement devenue une option pour eux. Mais ça prouve bien qu'ils ont les moyens de nous pondre un animé qui suit la trame principale. Et peut-être qu'à force de se plaindre de leur scénario sans queue ni tête, ils finiront par changer et par rebrousser chemin. Pour Seven Deadly Sins, le mal venait du scénario de l'auteur. Ou One Punch Man, le mal venait d'une animation pourrie. Dans les deux cas, c'était irrécupérable car ça suivait la trame principale, et donc tu ne pouvais pas revenir dessus, ou du moins pas tout de suite quoi. Là aussi c'est irrécupérable en un sens, mais ils peuvent décanoniser cette saison, ou la considérer comme une histoire à part, propre à l'animé, et nous adapter ce manga fabuleux.
Ils en sont capables, c'est obligé. Une bonne adaptation animée contribue au fait que l'on se rappelle d'un manga ou d'un animé, et qui le fait donc traverser l'épreuve du temps. Bref, je crois que ce manga mérite clairement son succès. Il a imposé son propre style et il s'est affirmé dans le paysage du manga. En toute honnêteté, j'aimerais qu'il y ait une animation digne de ce nom. Mais même si ce n'est pas le cas, je souhaite que la fanbase de TPN s'élargisse de plus en plus. Parce que ce manga le mérite. Il est excellent à tous les niveaux, du début à la fin. Moi, mon but en faisant cette vidéo, c'était de te donner envie d'aller lire The Promised Neverland. Et si j'ai réussi, alors vas-y, fonce, n'attends même pas la fin de cette vidéo, fonce. Parce que ce manga doit survivre à l'épreuve du temps. Cette épreuve cruelle qui fait que certains mangas sombrent dans l'oubli. Ça ne doit pas être son cas. Alors donnez-lui sa chance. Car j'ose espérer qu'un jour, nous lui attribuerons une place dans le panthéon des plus grands mangas de tous les temps. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce en l'air et le petit abonnement. N'oublie pas d'aller lire The Promised Neverland, d'ailleurs il n'est pas exclu que d'autres membres de l'équipage en parlent sur cette chaîne. Quant à moi, je ferai peut-être une petite vidéo concernant la saison 2 de l'animé que j'ai quand même suivi, parce que voilà, je suis un professionnel. Mais dites-moi si vous le voulez, peut-être si vous voulez une vidéo comme ça dans les commentaires, et puis je verrai. Et puis sinon voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Sur ce, Diana les Nakama.